Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Démocratie et violence, nécessité d'une éthique. Qui sème le vent récolte la tempête. Que s'est-il passé entre 1993 et 2017 pour que la volonté d'édifier un continent de douceur et d'accueil ait abouti à celui d'un monde en explosion? Cette question est le point de départ du spectacle 1993, imaginé par l'écrivain et philosophe Aurélien Bélanger et le metteur en scène Julien Gosselin, présenté au début de l'année 2018 dans plusieurs villes européennes. Tous deux s'interrogent sur le retour, sur le continent européen et en France en particulier, dans la jungle de Calais, d'une violence qui en semblait définitivement bannie après la chute du mur de Berlin. L'économie de marché et le libéralisme semblaient alors devoir s'imposer, avec, pour conséquence, l'accroissement du niveau de vie, la réduction de la pauvreté, la résolution progressive des conflits et le développement de la démocratie et des libertés. Rien ne semblait pouvoir s'opposer à cette évolution. Cette interpellation ne peut pas laisser indifférent. Durant les 30 dernières années, la question de la violence et de ses mécanismes s'est imposée à moi naturellement, d'abord parce que la guerre est intrinsèquement liée au métier d'ingénieur de l'armement que j'ai exercé durant tout ce temps, même si ceux-ci n'ont pas vocation à porter les armes. Nous sommes néanmoins des acteurs des conflits dans lesquels les armées françaises sont engagées, et surtout, contribuons à préserver la paix en maintenant au plus haut niveau les capacités de notre outil militaire qui inclut notamment tous les systèmes nécessaires à la dissuasion nucléaire. Dans ce contexte, faire usage de la force est considéré comme un mal nécessaire. S'interroger sur la violence, au-delà de ses effets, c'est-à-dire s'interroger sur sa genèse et ses mécanismes, peut néanmoins parfois se révéler salutaire. Une telle interrogation ne constitue pour autant une mise en cause ni du monopole de l'État en matière de recours à la force, ni de l'autorité dont relève la décision de son emploi. Mon intérêt pour cette question s'est progressivement élargi, au fil des années, alors que mes responsabilités incluaient non seulement des aspects managériaux, mais me rendaient en même temps acteur et observateur de jeux de pouvoir, combinant des intérêts politiques, stratégiques, économiques et industriels suffisamment importants et complexes pour que s'y exprime un niveau de violence significatif, dans lesquels l'intérêt personnel ou particulier prime bien souvent sur le général. Dans le même temps émergeaient, puis s'imposaient dans le débat public, des inquiétudes sur le développement de pratiques managériales, elles aussi violentes. Il ne s'agit bien sûr plus ici de violence armée, ni même physique, mais de toutes les formes d'autoritarisme qui s'opposent à la bienveillance, ainsi que des autres procédés, mensonges, manipulations, rétention d'informations et désinformations, menaces, qui se présentent à la disposition d'un manager ou d'un cadre dirigeant, d'un haut fonctionnaire ou d'un homme politique, pour atteindre ses objectifs explicites ou implicites. Mais les ressorts de cette violence diffèrent-ils pour autant de ceux des conflits armés? Cette évolution m'a finalement amené à me poser une question, à la fois simple, précise et quoique loin d'être anodine, modeste dans son ambition initiale, car il ne s'agissait pour moi que de me fixer une ligne de conduite dont je n'avais à rendre compte qu'à moi-même. Quand le recours à la violence se justifie-t-il dans l'exercice de responsabilité sociale? Par responsabilité sociale, j'entends toutes les formes de responsabilités explicites conférant un pouvoir sur autrui. Par violence, toute atteinte à l'intégrité ou à la dignité d'autrui, sans toutefois me limiter au champ trop étroit des personnes soumises directement, par exemple dans le cadre d'un lien hiérarchique, ou indirectement au pouvoir précédent. Pour être pertinente, la question doit en effet considérer quiconque intervient dans ou interagit avec le champ des responsabilités considérées. Elle doit notamment s'intéresser à la réponse à apporter à la violence dirigée contre, ou exercée par, toutes celles ou ceux auxquels un responsable se trouve lié, qu'il en soit à l'origine, qu'il en soit l'objet, ou qu'il s'agisse de tiers. Répondre à cette question m'apparaît aujourd'hui beaucoup plus exigeant et ambitieux. D'une part, parce que les mécanismes sous-jacents de la violence n'ont fait l'objet que de peu d'études, bien que la littérature à son sujet, notamment récente, soit abondante. D'autre part, celle-ci s'impose désormais au quotidien, avec une intensité nouvelle, notamment dans les sphères politiques et professionnelles. Sans même avoir besoin d'évoquer les conflits armés ou le terrorisme,
elle est omniprésente sous ses diverses formes, physiques, verbales, psychologiques, étatiques, individuelles, collectives. Elle semble déborder des cadres habituels censés la contenir, au point inquiétant de paraître naturelle. Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Weinstein a montré à quel point celle faite aux femmes est non seulement répandue, mais aussi souvent considérée comme normale par ceux qui l'exercent. Il faut donc aussi identifier les raisons de cette évolution. Je n'affirme toutefois pas que notre monde ou notre société sont aujourd'hui plus violents qu'il y a 10, 20 ou 50 ans. D'une part, on m'objecterait que cela va à l'encontre de statistiques qui montrent une diminution régulière du nombre de morts violentes tout au long de l'histoire. D'autre part, ceci nécessiterait de disposer d'une métrique permettant de mesurer et comparer des phénomènes aussi différents qu'un attentat terroriste et un cas de harcèlement moral dans une entreprise. Il faudrait également disposer d'un nombre important de données, sur plusieurs années, qui n'existent pas. Néanmoins, on peut rassembler de nombreux indices qui nous montrent que le phénomène de violence, loin de se résorber, tend aujourd'hui à se généraliser sous des formes plus ou moins affirmées ou ouvertes. Le constat fait par Aurélien Bélanger et Julien Gosselin peut en effet être élargi bien au-delà de la jungle de Calais et des migrants. Il s'étend malheureusement sans peine à toute la société. Que s'est-il en effet passé depuis 1995 et la décision de supprimer le service national, alors jugé dorénavant inutile, pour que nos armées soient engagées à un niveau à peine soutenable, à la fois à l'extérieur de nos frontières et sur le territoire national? Que s'est-il passé pour que la France décide, au début de l'année 2011, une intervention armée en Libye, pays qui ne la menaçait alors pas directement, et avec lequel elle était encore en discussion quelques semaines auparavant pour la fourniture d'équipements militaires? Que s'est-il passé pour que se développent de nouveaux maux, le burn-out et le harcèlement, à la fois au sein des entreprises et dans l'administration, alors que les projets d'entreprise lancés à la fin des années 1980 et la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public, dite circulaire Rocard, promettaient de tenir compte des aspirations des hommes et viser la convergence des intérêts des personnels, de l'entreprise et de la collectivité, disait de restaurer la dignité des serviteurs de l'État et des collectivités publiques, en créant les conditions juridiques et matérielles d'une prise de responsabilité effective par le plus grand nombre d'entre eux, en matière de décision comme d'exécution. 11. Que s'est-il passé pour que le sociologue Michel Viviorca constate récemment que l'idée prévaut, que nous vivons désormais hors sens, dans un univers où seule compte l'actualité la plus immédiate, dans des sociétés sans avenir et en proie au cynisme des tenants du marché, tandis que règnent les injustices et les inégalités subies, et que rôde et souvent s'exprime la violence. 12. Cet amoncellement d'interrogations nous oblige à chercher la réponse à la question posée au début de ce chapitre, ailleurs que dans la violence djihadiste ou l'instabilité du voisinage du continent européen, même si celles-ci sont bien à l'origine de l'accroissement brutal du flux migratoire, que nous connaissons depuis peu d'années, et qui trouve une traduction dans la jungle de Calais. Il nous impose de regarder aussi notre propre violence qui prend racine et également s'exerce au sein même de notre société, pourtant libre et démocratique. Celle-là est en effet loin de se limiter à la vague d'attentats qui a frappé ces dernières années plusieurs pays du continent, dont il est utile ici de souligner qu'ils ont été commis par des Européens, et ont été accompagnés par le départ de nombreux Français qui ont rejoint les rangs de l'État islamiste, pour y combattre les forces gouvernementales syriennes et irakiennes, mais aussi celles de la coalition à laquelle participent les armées françaises. Il se pourrait donc bien que l'arbre cache la forêt. Car la situation ne cesse de se détériorer depuis bien longtemps déjà. En France, la fracture sociale était un thème majeur de la campagne présidentielle, dès 1995. L'accroissement des actes antisémites a été constaté à partir des années 2000. Les banlieues ont connu des flambées de violence, dont la plus mémorable est survenue en octobre-novembre 2005, l'augmentation des agressions contre les forces de l'ordre est également avérée, qui a récemment conduit François Dieu, professeur de sociologie à l'université de Toulouse-Capitole, à évoquer une banalisation des pratiques agressives de certains manifestants, et à conclure que, pour les manifestants qui se livrent à ces comportements agressifs et violents à l'égard des gendarmes mobiles et des CRS,
Il s'agit désormais d'une sorte de droit acquis que d'ailleurs le système social dans son ensemble est porté à plus ou moins accepter. La violence se déploie également de manière plus insidieuse, sous une forme modérée lorsqu'il s'agit d'incivilité, ou résolument destructrice lorsqu'il s'agit de harcèlement moral. Concernant les premières, nous regrettons tous que le fait de tenir une porte ou céder sa place à une femme enceinte ou une personne plus âgée dans les transports en commun soit devenu l'exception plutôt que la règle, pour ne citer que cet exemple. L'étendue des secondes est plus difficile à saisir. Le harceleur agit en effet de manière sournoise, cachée, et fait apparaître sa victime comme responsable de ses propres malheurs. En revanche, plusieurs sources confirment la croissance des risques psychosociaux dans l'environnement professionnel, que certains qualifient d'exponentiels, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer si l'évolution du nombre de consultations liées à un symptôme psychique ressort plutôt d'une augmentation du nombre d'incidences ou d'une meilleure reconnaissance de ces pathologies qui amènerait les victimes à plus facilement consulter. Une enquête du ministère du Travail montre cependant une nette augmentation du nombre de salariés du secteur privé se plaignant de comportements méprisants entre 2003 et 2010, ainsi que de ceux s'estimant victimes d'un déni de reconnaissance. Plus récemment, une enquête du groupe Segos conclut également en 2015, d'une part que 42% des salariés et 50% des managers ont constaté depuis un an une dégradation du climat social dans leur entreprise, et d'autre part que un quart de la population interrogée déclare avoir subi au cours de sa carrière un problème psychologique grave de type dépression ou burn-out. Une même proportion dit avoir déjà été victime de harcèlement moral. Cette tendance traduit davantage de souffrance, corollaire d'un environnement professionnel plus agressif. Des chiffres circulent d'ailleurs aussi, qui même s'ils doivent être pris avec beaucoup de précautions, devraient nous alerter. Il s'agit de celui de la proportion de pervers narcissiques ou psychopathes légers parmi les dirigeants. Voisine de 20% au sein de cette catégorie, elle ne serait que de 1% pour l'ensemble de la population. Cette propension à promouvoir au sein de la société des individus dépourvus d'empathie devrait nous inquiéter, et nous devrions certainement considérer avec sérieux l'avertissement de Marie-France Irigoyen, psychiatre, spécialiste de ces questions, selon laquelle nous avons une indulgence inouïe à l'égard des mensonges et des manipulations des hommes de pouvoir. Il s'agit toujours de violences, faites à nous-mêmes, lorsque nous dégradons notre environnement sans souci des conséquences des petites habitudes que nous sommes réticents à faire évoluer, malgré les signes manifestes de cette détérioration et de ses conséquences. Violence aussi, ce détournement de la vie même, exclusivement orienté vers notre consommation, pratiqué dans les élevages industriels, est fort justement décrit par Isabelle Sorante dans son roman 180 jours. Enfin, violence du débat politique, ou plus exactement de l'absence de débat politique, puisque l'invective l'emporte désormais sur le fond, avec comme objectif de dresser l'opinion contre des personnes plutôt que d'obtenir son adhésion à un projet plutôt qu'à un autre. Cette généralisation revêt indubitablement un caractère systémique inédit, enraciné dans l'opposition, au lieu de la complémentarité, entre la conception que chacun se fait désormais de sa liberté individuelle, et la nécessaire acceptation des contraintes de la vie collective, mais aussi très probablement dans le climat de guerre économique, dans laquelle nous sommes sans doute imprudemment entrés, il y a 35 ans environ. Il ne s'agit pas de faire ici une critique approfondie du libéralisme économique ou de l'économie de marché en tant que telle, mais de constater simplement que l'un des paradigmes sur lesquels ceux-ci se sont développés depuis les années 1980 s'inspire des principes de la guerre. Le mensonge, la manipulation, la désinformation, l'épuisement de l'adversaire y sont non seulement tolérés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.